Noé naquit 13e fils de la famille royale. Parmi les 13 princes impériaux issus du roi, il ouvrit les yeux et aperçut une femme bienveillante penchée sur lui. Il se demanda s'il s'agissait de sa mère ou d'une simple servante. Mais avant qu'il ne puisse le déterminer, le visage d'un vieil homme barbu apparut. Il s'agissait de son père, et le roi s'approcha pour l'examiner de la tête aux pieds. Le roi remarque que Noé ressemble beaucoup à sa mère, et celle-ci, gênée, s'éclipse, affirmant que ses yeux et ses sourcils sont identiques à ceux du roi. Noé constate qu'il peut consulter ses statistiques, mais rien ne lui paraît encore clair. Soudain, un mage de la cour s'approche et le prend délicatement dans ses bras. Avant d'annoncer au roi que Noé possède l'affinité magique de l'eau. Le roi en rit gaiement, déclarant qu'à sa majorité, Noé recevra les terres des royaumes du Sud, où vivent la plupart des clans de mages de l'eau, afin qu'ils puissent les gouverner avec justice. Sur ce, le roi demande aux mages de la cour d'examiner les statistiques de Noé. Mais dès que celles-ci sont révélées, toute la cour se tait, et même le roi a du mal à croire ce qu'il voit. Dans la cour, quelqu'un s'écrie que c'est un miracle, et les autres se joignent au chant. Perplexe, Noah consulte ses statistiques et découvre qu'il possède celles d'un mage de l'eau de rang SS, un exploit inouï, et encore plus impensable à la naissance. 6 années s'écoulent, et Noah est devenu un jeune homme en pleine santé. Il découvre peu à peu le royaume de Myr, gouverné par son père, où règne la paix. Depuis des décennies. Désormais, la population vit en paix, loin de toute guerre, et le roi est aimé d'eux tous, tout comme ses fils, adulé aussi bien par les locaux que par les familles nobles du pays. Mais Noah ne s'intéresse guère aux intrigues politiques, car il a fait une découverte sur lui-même au cours de ces 6 années. Il possède un don particulier, inconnu de tous, il peut absorber l'expérience de ses subordonnés. Plus il a de servantes, plus il devient puissant. Cela signifie aussi que, contrairement aux autres dont le niveau est plafonné, Noah peut progresser indéfiniment et devenir le mage le plus puissant de la planète. Ses servantes lui sont d'une loyauté sans faille, car elles s'étonnent qu'à 6 ans, Noah se comporte déjà comme un adulte. Il se rend ensuite à la salle à manger pour prendre son petit déjeuner. Et songe à ses capacités encore limitées par son jeune âge. Mais s'il continue à s'entraîner, il progressera rapidement et surpassera même ses frères aînés. Ses pensées sont interrompues par une ravissante servante nommée Evelyn qui lui annonce que le prince héritier et le 4e prince sont venus lui rendre visite. Noah décide d'achever rapidement son petit déjeuner, car même s'il s'agit de ses frères, il ne doit pas faire attendre le prince héritier. Il entre dans la chambre d'amis et s'agenouille pour accueillir ses frères aînés, le prince héritier Albert et le 4e prince Henri. Albert regarde Noah d'un air froid et lui demande où il était, tandis qu'Henri le salue plus chaleureusement, affirmant que Noah semble devenir un jeune homme courtois. Albert déclare que Noah fera un excellent chancelier un jour et lui annonce qu'il a un cadeau pour lui. Il claque des mains et aussitôt, un serviteur terrifié entre dans la pièce, portant un petit cercueil qui dégage une aura mortelle. Noah est perplexe face à un présent aussi étrange. Mais Albert ordonne au serviteur d'ouvrir le cercueil, ce qu'il est contraint de faire à contre-cœur. Dès qu'il l'ouvre, une aura de mort et d'agonie envahit la pièce, que Noah ressent clairement en fixant l'épée à l'intérieur du cercueil, se demandant ce qu'il vient de ressentir. Avant qu'il ait pu reprendre ses esprits, Albert lui ordonne de la prendre en main et d'en voir la sensation. Noah réalise qu'il n'a aucune envie de toucher à cette lame. Mais comme il s'agit d'un cadeau du prince héritier, il ne peut pas vraiment refuser et se voit contraint de le prendre. Il saisit l'épée délicatement, même si elle est trop grande pour son petit corps. Albert sourit et dit à Noah qu'il savait qu'il en était capable, puis il lui explique que cette lame est une épée spéciale conçue pour les mages de l'eau et qu'elle est connue sous le nom de Léviathan. Il révèle également qu'avant lui, plus de 120 personnes ont tenté de la manier, mais aucune n'a survécu pour raconter l'histoire. Effrayé, il manque de laisser tomber la lame brillante. Mais Henri le rassure, la malédiction de cette épée est si puissante que s'il l'avait touchée, il serait mort sur le coup si elle l'avait refusé. Sur ces mots, Albert et Henri se lèvent pour partir.
Noé, quant à lui, s'incline, songeant à la façon dont ce prince héritier méprisable, qui n'est autre que son frère aîné, l'a mis à l'épreuve avec une tâche aussi périlleuse sans aucune raison. Il sait que s'il le disait à voix haute, il y laisserait sa tête. Plus tard dans la soirée, alors que Noé se prépare à se coucher, il remarque que l'une de ses servantes semble très tendue. Il lui demande donc si elle va bien. Zoé hésite d'abord. Mais lorsque Noé insiste pour connaître la vérité, elle s'agenouille aussitôt, prétextant avoir besoin d'eux. Quelques jours de congé, son village a été inondé et tout a été emporté. Sa famille meurt de faim et elle envisage de se prostituer dans le quartier chaud pour gagner assez d'argent afin de les aider. Noah lui ordonne de se taire, affirmant que Zoé est sa femme de chambre et qu'il ne peut pas la laisser partir aussi longtemps. Il lui demande d'amener sa mère au domaine et lui propose un poste de gardienne du portail arrière, avec un salaire de 5 000 $ par mois. Zoé, perplexe, prétend n'avoir jamais entendu parler d'un tel emploi. Le salaire lui paraît d'ailleurs exorbitant. Noah la rassure et lui indique qu'une maison vide se trouve à la périphérie ouest de la capitale, où elle pourrait vivre avec sa mère. Incrédule, Zoé a les larmes aux yeux lorsque Dylan, le majordome, sort et demande à Noah s'il a besoin de quelque chose. Noah lui demande s'il est au courant des inondations dans la ville natale de Zoé et lui conseille d'acheter le plus de terrain possible dans le secteur. Dylan est perplexe, car ce serait un mauvais investissement. Mais Noah lui explique qu'ils doivent protéger les personnes vulnérables qui vivent là-bas, car s'ils n'interviennent pas, une bande de malfrats va s'installer et squatter les lieux. Dylan est sous le choc et Noah lui demande ce qui ne va pas. Dylan répond qu'il est simplement impressionné par la façon dont Noah gère la situation, avec la clairvoyance d'un homme expérimenté, alors qu'il n'a jamais rien vu de tel. Noah repense à toutes les destructions qu'il a vues au cours de sa vie. Il connaît sa vie antérieure. Mais il ne peut évidemment la révéler à personne. Dylan répond que, selon ses estimations, le terrain entier devrait coûter environ 70 millions de $, ce qui choque Zoé. Même Noah sait que c'est une somme colossale. Toute sa suite gagne environ 80 000 $ par an. Il dispose lui-même de quelques 50 millions de $ provenant des impôts et des dons de ses frères, mais il lui reste encore 20 millions. Il se tourne vers Dylan et l'interroge sur les terres qu'il possède au sud de la capitale, affirmant qu'ils vont devoir les vendre. Dylan est stupéfait et déconseille à Noah de le faire, car ces terres étaient un don de son père, le roi lui-même, et les vendre serait un affront inimaginable à sa propre famille impériale. Noah lui dit de ne pas s'en préoccuper, qu'il s'occupera de son père plus tard, et leur explique que les nobles ont le devoir de se sacrifier pour apporter la paix et le bonheur à leur sujet. De plus, il sait qu'un noble qui joue le martyr est aimé du peuple, ce qui pourrait s'avérer utile tôt ou tard. Dylan s'incline devant lui et lui assure qu'il s'occupera de tout avant de partir faire les préparatifs nécessaires. Le lendemain matin, Noé, accompagné de ses servantes, se prépare à inspecter la zone inondée lorsqu'il est appelé par le 4e prince, Henri. Il accourt aussitôt vers lui, le saluant chaleureusement et s'excusant de son retard. Henri le rassure et lui demande où il compte se rendre. Noé répond qu'une région nommée Daza a été entièrement inondée et qu'il souhaite y acheter des terres. Il prévoit d'inspecter les lieux pour évaluer les dégâts. Henri remarque l'épée qu'Albert lui a offerte et lui demande s'il compte s'en servir. Noé répond qu'il la porte au cas où, mais qu'il n'en est pas encore certain, car il n'a rien ressenti de particulier à son sujet depuis leur première rencontre. Henri emmène Noé à l'abri des regards indiscrets et lui confie qu'il était un peu inquiet au sujet de cette épée. La générosité soudaine d'Albert. Il fit donc ses propres recherches et découvrit que l'épée semblait dotée d'une volonté propre et ne pouvait être contrôlée que par celui qu'elle reconnaissait comme son véritable maître. Noah se souvient de la vision qu'il a eue de tous ceux qui ont tenté de maîtriser l'épée et comprend qu'elle est comme un chien enragé. Il devra la dompter avant de pouvoir la contrôler. Henri lui conseille la prudence et lui déconseille de l'utiliser sauf en cas d'absolue nécessité, car il a le mauvais pressentiment qu'elle lui ôtera la vie, comme elle l'a fait pour des centaines d'autres avant lui. Malgré cet avertissement, Noah part pour la région de Daza et est consterné par l'ampleur des dégâts causés par les inondations.
Il demande à Dylan de trouver le bureau du gouvernement le plus proche et de se renseigner sur les titres de propriété de ses terres. Puis, il s'installe au village avec Zoé pour mieux comprendre la situation sur place. Il aperçoit des hommes dans des abris de fortune qui se rassemblent pour recevoir l'aide alimentaire du gouvernement, ce qui le réjouit un peu, mais sa joie disparaît aussitôt qu'il goûte à la bouillie immonde qu'on leur sert. Il n'en revient pas du manque de respect du gouvernement et compte bien demander à parler au responsable local. Par chance, le fonctionnaire local, Lord Garl, arrive sur les lieux pour une inspection. Noé s'attend à ce qu'ils prennent des mesures contre la piètre qualité de la nourriture. Mais à sa grande surprise, l'homme se pince le nez et jette un coup d'œil au porridge avant de déclarer qu'il est convenable, ce qui ravit les cuisiniers, qui profitent de la situation. Le chef cuisinier lui annonce que son repas est prêt au manoir, et Garl décide aussitôt de partir pour le festin qui l'attend. Noé, furieux, se précipite à sa rencontre. Il traite Garl de petit salaud corrompu, une insulte qui le blesse profondément. L'homme à l'ego fragile dégaine alors son épée. Noé invoque aussitôt Léviathan, l'épée qu'Albert lui a donnée, espérant qu'elle le tuera. L'épée fonce sur lui. D'abord, il croit qu'elle lui obéira. Mais il réalise soudain la véritable force de l'épée qui se rebelle, le brûlant de son aura sinistre et puissante. Noé, cependant, refuse de reculer et poursuit son combat. Il parvient finalement à maîtriser l'épée et à s'emparer de la lame légendaire une fois pour toutes. Dès lors, Garl n'a aucune chance, Noé part aisément son attaque et décide que la peine pour avoir trompé les habitants. Tant de catastrophes est la mort. D'un seul coup, Noé tranche la tête de Garl, stupéfiant tous les témoins. Immédiatement, les gardes les encerclent et il aurait été lynché. Mais il enfonce son épée dans le sol, creusant un trou incroyablement profond qui stupéfie tout le monde. Le chaos attire l'attention du chevalier Rowan, récemment nommé intendant de la région. Il reconnaît aussitôt Noah et s'agenouille devant lui. Tous sont surpris, mais bientôt ils l'imitent, s'agenouillant à leur tour. Noah explique à Rowan que sa priorité est de veiller à ce que chacun ait de quoi manger. Rowan s'excuse aussitôt pour son oubli et s'attelle à la tâche. À son retour, Noah est immédiatement convoqué à la capitale par son père. Il s'attend à une réprimande, mais à sa grande surprise, son père le félicite pour ses décisions prises au bon moment et vérifie à nouveau ses statistiques, qui ont progressé depuis leur dernière rencontre. Il remercie Noah pour son aide et lui annonce qu'il aura besoin de lui pour continuer à gouverner le royaume. Quelques jours passent, mais Noah reste dans la capitale. Cette ville étant le cœur battant du royaume et de loin là plus prospère, attirant une foule de talents en quête de travail, son plan est de s'attacher l'un d'eux afin d'accroître son influence et de devenir rapidement une figure incontournable. Sa première candidate est une jeune fille dont il a entendu parler, une chanteuse incroyable, récemment considérée comme une étoile montante. Il découvre le théâtre où elle doit se produire et s'assoit à côté de Zoé pour voir si elle mérite vraiment sa réputation. Soudain, une jeune fille coiffée d'un haut déformée, prénommée Ali, apparaît sur scène. Elle monte sur scène et se prépare à chanter devant un public. Elle commence bientôt à chanter et Noah est immédiatement subjugué par sa voix. Il sait qu'elle n'est pas la chanteuse la plus technique qu'il connaisse, mais elle est sans aucun doute une artiste qui semble vraiment aimer son article. Il pense qu'avec une formation et un encadrement adéquat, elle peut atteindre l'excellence et commence à envisager de la prendre sous son aile. Avant même que le spectacle ne se termine, une bande de malfrats fait irruption dans le théâtre et hurle à Holly de la fermer. Toute la salle retient son souffle, se demandant ce que veulent ces individus. Holly, terrorisé, reste planté là tandis que les brutes s'approchent de la scène. Un des employés tente d'intervenir, mais le gros le repousse aussitôt avant de monter sur scène. Il lui hurle de payer, prétendant que chanter sur ces scènes ne lui rapportera pas assez d'argent pour rembourser les dettes de son père. Elle tremble et le supplie de la laisser partir, expliquant qu'elle essaie de gagner de l'argent et qu'elle les remboursera bientôt. Mais le gros lui rétorque que c'est une façon minable de gagner sa vie et que si elle veut s'enrichir rapidement et facilement, elle n'a qu'à créer une chaîne sur
Les réseaux sociaux y postèrent des photos aguicheuses, des selfies, voire même des photos de son bain. Elle lui répond qu'elle est une fille respectable et qu'elle ne se rabaisserait jamais à de telles choses. Mais le gros la menace de lui casser les 2 jambes si elle n'obéit pas. C'est alors que Noah décide d'intervenir et ordonne au gros de s'éloigner immédiatement de la jeune fille. Le gros se retourne et ordonne à Noah de retourner sur les genoux de sa mère et de boire du lait, sinon il le tabasse. Noah n'en a cure. Il saute de son siège et se dirige vers l'estrade, expliquant au gros qu'il est illégal, selon la loi impériale, d'obliger les enfants à assumer la loi de leurs parents. De plus, il est également illégal de forcer qui que ce soit à se prostituer pour rembourser une dette. Le gros, furieux, l'attrape par le col et le soulève en l'air, affirmant que c'est le dernier jour de Noah sur Terre. Mais il ne sait pas vraiment à qui il s'adresse. D'un claquement de doigts, Noah crée une aura violette menaçante qui projette les 3 hommes de main au sol. Noah dégaine son épée et la pointe vers le gros, mais les hommes de main comprennent qu'ils sont peut-être dépassés. Aussitôt, ils prennent la fuite, la queue entre les jambes. Zoé se précipite vers l'ouvrier blessé et l'aide à se relever. Alors que Noah lui dit de les lui envoyer s'ils reviennent un jour importuner qui que ce soit, Zoé lui tend une carte de visite. L'employé est stupéfait de découvrir que le garçon devant lui est en réalité un prince de ce royaume. Noah, indifférent à tout ce tapage, se tourne vers Ali et lui demande quels sont ses frais mensuels. Elle réfléchit un instant, consciente des dépenses liées au traitement de sa mère, et répond que ses dépenses mensuelles s'élèvent à environ $600. Noah lui annonce qu'il lui versera $2500 par mois pour qu'elle puisse se perfectionner en chant et se rétablir. Abasourdie, elle a du mal à y croire, tandis que Noah lui précise que son salaire augmentera au fur et à mesure de sa progression. Sur ce, il lui dit de terminer la chanson, car il aimerait beaucoup entendre la fin, puis il retourne à sa place. Plus tard dans la soirée, de retour chez lui, il est accueilli par ses suivantes. Soudain, il remarque que les voyous de l'après-midi sont prosternés, implorant une audience pour s'excuser. Il sait qu'ils viennent seulement de réaliser qu'il est le prince du royaume, mais il décide de ne pas leur accorder d'attention et ordonne à sa suivante de les congédier, affirmant qu'un prince n'a pas de temps à perdre avec des inconnus. À ce moment précis, son frère aîné, Henri, arrive à son tour, affirmant qu'il a pris la bonne décision, parler à ses plébéiens à leur guise nuirait à son autorité de prince. Noé lui explique que ce n'est pas la seule raison de son refus et qu'il veut leur faire croire qu'il est toujours furieux de la farce qu'ils ont faite à la jeune fille plus tôt dans la journée, et que cela pourrait les dissuader de l'importuner à nouveau. Henri demande qui est cette fille et pourquoi il semble si intéressé par elle. Il affirme être un très bon chanteur et pense qu'elle pourrait être un atout pour le royaume si elle continue à progresser. Henri sourit, prétendant être très jeune, mais abordant la situation avec la maturité d'un adulte. Noah remarque que Gary a presque son âge, mais se comporte comme un enfant et est loin d'être aussi intelligent. Noah répond poliment que Gary comprendra bientôt la situation. Il sait que, même s'il les appelle ses frères, Henri et Gary sont de vrais frères de sang, puisqu'ils ont la même mère, contrairement à lui. Henri oriente alors la conversation vers son épée, affirmant qu'il n'y croyait pas vraiment, mais Noah semble la maîtriser à la perfection. Il demande ensuite où elle se trouve et comment il la porte, puisqu'elle est censée être trop grande pour lui. Noah se lève et fait une démonstration en utilisant sa magie pour la faire apparaître devant son frère. Henri, stupéfait, c'est la première fois qu'il voit quelqu'un sortir une épée de nulle part, demande jusqu'où il l'a enfoncée et si ça lui a fait mal. Noé lui explique que ce n'est pas du tout ça, il réduit simplement l'épée à une taille minuscule avant de la dissimuler dans sa manche. Henri, bouche bée, se rassoit lourdement, déclarant avec un soupir que Noé l'étonne encore, car cette épée était considérée comme maudite et rangée avec tous les autres trésors nationaux depuis plus de 2 siècles, et personne, dans l'histoire écrite, n'avait réussi à la vaincre. Plus tard dans la soirée, Noé décide de se rendre à une fête à laquelle il est invité et aperçoit les hommes de main toujours au sol. Le gros bonhomme, furieux d'être constamment ignoré, hurle qu'il peut le tuer ou bon lui sembler
qu'il ferait mieux d'arrêter de se la jouer arrogant. En guise de représailles, Noah libère une infime quantité d'énergie de son épée, ce qui suffit à faire tomber le gros bonhomme à genoux. Noah monte ensuite dans la calèche et arrive bientôt à destination, où un vieil homme nommé Ri l'accueille. L'excitation monte immédiatement dans la salle de bal à l'annonce de la présence du 13e prince. Ri interroge Noah sur l'épée qu'il porte, et celui-ci répond qu'il s'agit de l'épée légendaire, que l'on croyait maudite, et qu'elle lui a été offerte par le prince héritier Albert. Cette révélation impressionne l'assemblée, qui s'extasie sur l'importance d'un cadeau personnel du prince héritier. Un homme, à l'ego fragile, lance alors des inepties, prétendant que l'épée n'est qu'une réplique, sans se rendre compte qu'il parle si fort que tout le monde l'entend. Le brouhaha s'éteint net tandis que tous les regards se tournent vers Noah, qui, pris d'une peur panique, se demande ce qui va se passer. Noah ne lève même pas le petit doigt, mais soudain, une aura mortelle jaillit de son épée et enveloppe la pièce, les plongeant dans une sorte de transe. Noah ordonne aussitôt à l'épée de s'arrêter et l'aura disparaît. Ré, surprise par ses pouvoirs, affirme que tous les présents se sentent un peu plus proches de la mort. Peu après, il s'assoit sur un petit trône tandis que tous s'approchent pour lui rendre hommage et tenter de gagner ses faveurs. Ils lui paraissent tous assez ennuyeux. Soudain, un homme blond nommé Alan s'avance et se présente, ainsi que sa fille adoptive, Cindy. La jeune fille semble sur ses gardes à la vue de Noah, mais ce dernier, faisant comme si de rien n'était, lui demande comment il a fait pour l'adopter. Alan explique qu'il l'avait achetée sur un marché aux esclaves, mais qu'elle avait fait preuve d'une grande volonté et d'une forte détermination. Elle apprenait très vite et était très intelligente socialement. N'ayant pas d'enfant, il a décidé de l'adopter. Noah lui sourit, affirmant adorer ce genre d'histoire, et les invite tous deux à son manoir pour poursuivre la conversation. Alan semble ravi d'être le seul à être remarqué. Mais Noah confie à Ray que la principale raison de cette attention est que Cindy est d'une manière ou d'une autre consciente de son pouvoir. Il le démontre en libérant un peu d'énergie de son épée. Cindy le perçoit immédiatement et se retourne pour s'assurer qu'il ne risque pas d'être attaqué. Quelques jours plus tard, alors que Noah se promène, il rencontre le 8e prince, Oscar, qui décide de l'accompagner au marché à la recherche d'objets intéressants. Fouillant parmi les étals, personne ne remarque un grimoire. Dès qu'il le prend en main, l'une de ses statistiques passe soudainement au rang S. Intrigué, il l'achète, mais remarque que son épée semble réagir à son contact. Oscar reconnaît le livre comme un grimoire magique forgé par un sorcier il y a fort longtemps, mais soudain, le livre s'ouvre et libère un monstre gigantesque. Oscar ordonne à Noah de reculer et de se mettre à l'abri, mais Noah dégaine son épée et se met en position face au démon. Il tente de trancher la créature magique, mais échoue une première fois. C'est alors qu'il décide d'utiliser un peu plus de magie pour son coup suivant et le dirige vers le haut afin de ne rien détruire d'autre. Sur ce, la créature magique disparaît, tandis qu'Oscar reste planté là, se demandant quelle est la force de son petit frère à ce moment-là. Témoin de cet exploit incroyable, un des commerçants accourt et s'incline devant Noah. Il lui demande de jeter un œil à un objet qu'il a en sa possession. Dans sa boutique, qui pourrait bien être un trésor, le commerçant ramène les princes et leur montre une bague magique, affirmant qu'elle n'a encore trouvé personne et demandant à Noé de l'essayer. Noé passe la bague à son pouce et aussitôt la magie opère, son corps se couvre d'une magnifique armure. Le commerçant est stupéfait, mais Noé, séduit, l'achète sur le champ. Oscar refuse cependant qu'il la paie, prétendant qu'elle lui sera offerte. Ceci réglé, Noé décide de retourner au théâtre pour voir Alicing. Mais à peine descendu de la calèche, Fatih l'attaque à l'épée. Noé part aussitôt le coup grâce au bouclier intégré à sa bague, tandis que le cocher maîtrise Fatih et le capture. Noé n'y prête plus attention et entre dans la salle pour voir Ali sur scène, aux prises avec deux hommes ivres qui se disputent ses faveurs. Noé intervient et utilise sa magie pour détruire leurs vêtements, après quoi il s'enfuit du théâtre. Il convoque ensuite le propriétaire et lui fait part de sa déception quant à la sécurité,
ou plutôt son absence, de l'établissement. Il lui propose de racheter le théâtre. Le propriétaire hésite un instant, mais Zoé sort aussitôt 100 000 $ de son chapeau, ce qui le convainc immédiatement et il accepte la vente. Zoé remercie le prince en affirmant qu'elle ne pourra jamais le rembourser. Mais il lui conseille de se concentrer sur le chant, car il souhaite qu'elle chante un jour devant le roi. Sur ce, il retourne s'asseoir dans la salle tandis qu'Olly entame une chanson qu'elle a composée spécialement pour lui. Le lendemain, toutes les servantes de Noé l'aident à se préparer et lui annoncent qu'il a un rendez-vous aujourd'hui. Alors que Noélie la demande de rencontre d'un certain Mort, gouverneur de la région de Aljoie située sur son territoire, il décide de s'entretenir avec lui de la situation actuelle de son territoire. Noé ordonne aux servantes de faire entrer l'homme, puis se met à cultiver son jardin au goutte à goutte sans raison apparente. Bientôt, Mort s'agenouille devant Noé et se présente comme le gouverneur général de Aljoie. Il récite tout le discours officiel que chacun prononce en léchant les bottes des membres de la famille royale, mais Noé lui dit de passer cette partie et de s'asseoir. Une fois assis, Noé remarque qu'ils se sont déjà rencontrés 2 fois, ce que Mort confirme, expliquant qu'il était venu le saluer il y a environ 18 mois, lorsqu'il avait été nommé gouverneur de Aljoie par l'empereur en personne. Noé lui demande comment se portent ses fonctions actuellement, d'autant plus que la région de Aljoie a été ravagée par une terrible inondation et que Mort est chargé de gérer la situation. L'expression sombre du visage de Mort ne laisse aucun doute à Noé, les choses ne vont pas bien. Poljoie est l'une des principales régions productrices de céréales de l'Empire. Mais elle est très vulnérable aux inondations. Tout comme les messages privés de n'importe quelle jolie fille sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi l'empereur a nommé Déd comme gouverneur, il vient du pays des mages de l'eau et tout le monde pensait qu'il serait capable de régler le problème des inondations. Noah décide de se renseigner sur les difficultés rencontrées avant de le juger et lui demande quel est le problème. Déd répond qu'ils n'ont aucun financement et que sans argent, rien ne peut être fait. Noah n'en croit pas ses oreilles, car il s'agissait d'un ordre impérial de débloquer des fonds pour la reconstruction de Poljoie. Déd rétorque que le ministère de l'Intérieur bloque les fonds et trouve toujours une excuse lorsqu'il essaie de les récupérer. Noah comprend. Comprenant la situation, Noah ordonne immédiatement à Déd de le suivre chez le ministre des Finances, Maverick, qui déguste un steak juteux au petit déjeuner. Déd, la bouche pleine de victuailles, demande ce qui amène un prince chez lui, et Noah va droit au but. Il interroge le vieux salaud sur les raisons pour lesquelles il ne donne pas à son père l'argent nécessaire à la reconstruction de Aljoie. Maverick prétend avoir une bonne raison. Noah le prévient que s'il répond qu'un gamin ne comprendra pas, il le forcera à manger le steak qu'il a mangé par derrière. Le vieux gras, agacé, ne peut cependant pas tenir tête à un prince. Maverick accepte d'expliquer la situation, Aljoie a subi de graves inondations. L'empereur, faisant preuve de clémence, les a exemptés d'impôts pour l'année. Il suggère d'utiliser l'argent ainsi économisé pour la reconstruction. Noah réprimande aussitôt le ministre, lui rappelant que l'empereur a annulé les impôts parce que les habitants de Aljoie n'avaient pas d'argent pour les payer. Il demande à Maverick comment il ose parler comme si les habitants de Aljoie étaient riches, puis lui demande s'il le sous-estime parce qu'il est jeune. Maverick, désemparé, décide de changer de version. Il explique que le ministère des Finances ne peut pas se permettre de financer la reconstruction de Aljoie pour le moment, car ils construisent une résidence d'été pour l'empereur. Il tente de convaincre Noah que, puisque l'empereur va utiliser cette résidence, elle se doit d'être grandiose et qu'il bâtisse une ville entière autour pour lui offrir le luxe qu'il mérite. Déd pense que tout espoir est perdu, car ils ne peuvent rien dire dès que le nom de l'empereur est évoqué, mais il oublie que Noah est littéralement le fils de l'empereur. Il ordonne à ce vieux salaud de se taire, car il manque de respect à l'empereur en disant qu'il veut une luxueuse villa d'été, alors que son peuple lutte pour survivre. Maverick sait que s'il est reconnu coupable d'avoir menti sur l'empereur, toute sa famille lui en voudra. Il tombe aussitôt à genoux et explique à Noah qu'il se méprend sur la situation. Il promet de
Distribuez immédiatement les fonds à Oljoie et ordonne à ses serviteurs de s'y atteler sans délai. Noah retourne tranquillement à sa tasse de thé après avoir triomphé de Maverick dans une joute verbale, et Dead est véritablement impressionné par ses talents de négociateur. Il commence à le couvrir de compliments, affirmant qu'il est brillant. Et qu'il a démasqué avec une facilité déconcertante les contradictions d'un menteur chevronné. Il s'excuse d'avoir tenté de l'utiliser pour obtenir des fonds et s'effondre au pied de Graal. Noah comprend alors que Dead essayait simplement d'user de son influence de prince pour faire pression sur le ministre et obtenir de l'argent, mais cela ne le dérange pas, car il aurait aidé son peuple de toute façon. Une fois les fonds en main, Dead part aussitôt reconstruire son territoire. C'est alors qu'un messager arrive du palais, annonçant que l'empereur a convoqué Noah de toute urgence. Noé ne perd pas de temps et retourne au palais pour saluer son père, qui nourrit des pigeons pour se détendre. L'empereur entame la conversation en félicitant Noé d'avoir vaincu avec brio le ministre des Finances, un homme avide de pouvoir. Noé, stupéfait que son père soit au courant de ce qui vient de se passer, laisse transparaître ses doutes. L'empereur les devine aussitôt et explique à son fils que l'information est son arme la plus puissante et qu'il doit la cultiver avec soin. Noé médite ce conseil et déclare qu'il a simplement agi naturellement en maîtrisant le ministre des Finances. L'empereur répond que faire le bien n'est pas chose facile pour la plupart des gens, car ils se laissent séduire par la flatterie et perdent le sens du bien. Il se retourne et caresse la tête de Noé, lui disant qu'à 6 ans, il est déjà meilleur que la plupart des gens au monde. Il demande ensuite à Noé de se lever et le félicite pour sa maîtrise de l'épée légendaire Léviathan, dont la sombre histoire terrifie tous ceux qui tentent de la manier. Après en avoir vu de nombreux exemples, Noé comprend la dangerosité de l'épée. Son père lui dit alors qu'il devrait lui aussi apprendre les techniques pour manier correctement son arme. À cette fin, il lui a trouvé un maître d'armes. Aussitôt, un chevalier expérimenté nommé Damian s'agenouille devant l'empereur et Noé. L'empereur le présente comme le plus grand épéiste de l'Empire et demande à Noé de bien apprendre de lui. Damian sollicite aussitôt la permission de l'empereur. Noah affrontera le prince pour évaluer le talent brut et le potentiel de Noah avant de le prendre comme élève. L'empereur lui en donne l'autorisation et Noah comprend que son père a une confiance absolue en Damian. Damian dégaine son immense épée et invite Noah à l'attaquer comme bon lui semble. Noah prend position, mais son épée se met à dérailler. Il tente de la maîtriser et attaque Damian. Impressionné par son premier coup, Noah sent alors les souvenirs des anciens utilisateurs de Léviathan affluer dans son esprit et s'en sert pour désarmer Damian en quelques coups. Le chevalier reconnaît sa défaite et déclare à l'empereur qu'il ne peut rien apprendre à Noah, sa technique égalant déjà celle du maître d'armes. L'empereur, fier, rit à ces mots et décide de récompenser le talent de Noah en le nommant juge en chef de l'examen de sélection nocturne de cette année. Noah accepte cette responsabilité avec joie. Car il sait que tous les guerriers les plus valeureux de l'Empire participent à l'examen, le vainqueur pouvant accéder au rang de noblesse. Il sait aussi que la première tâche du vainqueur est de devenir l'assistant du juge en chef et il sent qu'avec un guerrier de valeur sous ses ordres, il deviendra encore plus puissant. L'empereur demande alors à Noé s'il souhaite que l'examen se déroule sous forme d'élimination directe ou de championnat. Cependant, au lieu de répondre, Noé formule une requête surprenante, il souhaite supprimer les épreuves préliminaires régionales et organiser l'intégralité de l'examen dans la capitale afin de pouvoir juger lui-même tous les guerriers et s'assurer qu'aucun guerrier talentueux ne soit éliminé injustement. L'empereur lui donne carte blanche. Sur ce, Noé rentre chez lui. Il parle à Zoé de l'examen de sélection nocturne et lui demande s'il y a un candidat dans son village. Elle confirme qu'il envoie le même garçon chaque année, espérant qu'il fera la fierté de leur village. Noé lui explique qu'il n'y a pas d'épreuve préliminaire cette année, ce qui leur permet d'envoyer plus de candidats. Mais le talent n'est pas le problème. Zoé confie timidement à Noé qu'il n'envoie qu'un seul homme, faute de moyens. Même après avoir lancé une cagnotte en ligne pour le jeune homme, elle explique que tout est cher dans la capitale, des repas au logement, et que personne n'a les moyens de se le permettre. Noé décide de régler ce problème également.
Il déclare qu'il prendra en charge les dépenses de tous les participants afin qu'aucun guerrier talentueux ne soit désavantagé avant même le début du combat. Il convoque immédiatement Dylan et lui ordonne d'acheter toutes les maisons vides de la capitale. Si cela ne suffit pas, il lui ordonne de construire des dortoirs. Concernant la nourriture, Noé demande au majordome de contacter tous les marchands avec lesquels ils ont des relations, et il va lui-même en parler à Alan. Alan lui fait un devis, mais Noé comprend qu'il lui a accordé une remise importante qui le désavantagera. Il lui demande pourquoi, et Alan répond poliment qu'ils ne peuvent pas refuser une requête du 13e prince. Ce genre de flatterie ne fonctionnera pas avec Noah, qui affirme qu'aucun marchand ne donne son argent sans raison. Alan, surpris que Noah ait percé ses intentions, lui révèle qu'un examen de sélection des domestiques pour le palais royal est organisé selon les mêmes critères que l'examen de nuit. Il prétend vouloir savoir quel genre de personnes sont sélectionnées, et Noah comprend immédiatement son manège. Il réalise qu'Alan souhaite placer une jeune fille au palais afin qu'elle lui fournisse toutes les informations qui y circulent. De plus, si le roi devient son mécène, Alan pourrait en tirer un profit considérable. Soudain, Alan devient nerveux et avoue à Noah que sa demande n'a rien à voir avec cela, car il a déjà envoyé un cadeau à son manoir pour l'examen de sélection des domestiques. Impressionné par le talent d'Alan pour flatter les gens, Noah décide de le soutenir. Il assure que si la jeune fille lui convient, il la recommandera sans hésiter pour travailler au palais. Alan est fou de joie en apprenant cela. Mais Noé lui conseille de patienter, car les jeunes filles doivent satisfaire pleinement ses exigences. Alan accepte volontiers cette condition et fait signe à Cindy qu'il choisira une jeune fille qui répondra à tous ses critères. Il s'agenouille ensuite devant Noé et lui dit être profondément reconnaissant qu'un prince honore un simple marchand comme lui de sa bienveillance et de son sens aigu de l'observation. Il ajoute qu'il souhaite apposer. Noah est ravi d'apprendre cela, mais il avertit Alan qu'il ne pardonnera aucune trahison. De retour chez lui, il constate que ses statistiques ont progressé depuis qu'il a pris Alan comme subordonné. Soudain, il remarque une baisse dans l'une d'elles, son rang SS en eau passe à un rang ordinaire. Inquiet, Noah craint qu'un événement grave ne se soit produit sur son territoire d'Almria et ordonne à Zoé de se rendre immédiatement au palais pour rencontrer l'empereur. Elle transmet son ordre au cocher et Noah se retrouve devant l'empereur. Quelques minutes plus tard, il lui annonce qu'un malheur s'est abattu sur Almria, et le ton de la réponse impériale lui fait comprendre que l'empereur est déjà au courant. Ce dernier lui confie avoir le pressentiment que quelque chose cloche, mais qu'il n'en a pas encore la preuve. À cet instant, un serviteur arrive et lui murmure quelque chose à l'oreille, confirmant ses soupçons. L'empereur félicite Noah d'avoir deviné qu'une rébellion a éclaté en Almria. Il demande à Noé quelle est, selon lui, l'ampleur de la rébellion. Constatant qu'une seule de ses compétences a perdu de la valeur, Noé en déduit qu'il ne s'agit pas d'une rébellion importante. Pour le moment, le roi le confirme et annonce avoir repéré environ 5000 rebelles à Alria. Il demande à Noé s'il compte mater la rébellion lui-même. Noé répond que cela lui est impossible, car il est jeune, inexpérimenté au combat, et ignore si les soldats lui obéiront sincèrement. Il suggère à l'empereur d'envoyer un autre prince pour réprimer la rébellion. Le vieil homme est surpris par la rationalité de Noé face à cette question délicate. Il décide de soutenir sa décision et lui demande s'il a quelqu'un à désigner pour anéantir les rebelles. Noé propose Henri, car il a confiance en son jugement. L'empereur envoie Henri avec Noé pour réprimer la rébellion. Henri demande à Noé s'il est certain de vouloir laisser la gloire à quelqu'un d'autre, car le mérite sur le champ de bataille lui sera utile à l'avenir. Noé explique qu'il a besoin d'expérience pour mener ses soldats et qu'il ne veut pas qu'ils meurent en vain à cause de ses erreurs de commandement. Soudain, son épée réagit à une attaque et Noé ordonne immédiatement d'arrêter la calèche. Il comprend que des ennemis en veulent à sa vie et décide de les affronter de front plutôt que de compter sur l'aide de son frère. Il saute de la calèche et les torchers qui bordent la route s'éteignent. L'instant d'après, des colonnes d'eau jaillissent du sol et l'attaquent de toutes parts. Mais Noé les bloque tout en transformant Léviathan en bouclier. Il
comprend que les assaillants utilisant l'eau sont les rebelles d'Almeria et les met hors de combat d'un seul coup d'épée. Henri, impressionné par ses progrès, dit qu'il aurait été bien de pouvoir interroger ces salauds. Noé lui répond qu'ils peuvent encore le faire car il ne les a pas tués, mais seulement assommés avec l'aura de son épée. Henri est une fois de plus impressionné par son frère et lui confie avoir entendu dire que les rebelles étaient principalement composés de cavaliers. Il ne s'attendait donc pas à trouver d'assassins. À ces mots, Noah comprend que quelque chose cloche, car Almeria ne dispose pas de bons chevaux de guerre. Le lendemain, il se rend chez Alan et lui révèle le secret le mieux gardé, une rébellion a éclaté à Almeria. Il lui donne 10 000 $ pour acheter immédiatement tout le fourrage disponible au marché, car il a déjà compris que les rebelles s'étaient procuré les chevaux auprès d'un tiers. Mais ils doivent s'approvisionner eux-mêmes en fourrage sur les marchés voisins. Faute de quoi, même après avoir pillé les civils, ils n'auront pas assez de nourriture pour nourrir leurs chevaux et seront considérablement affaiblis au combat. Peu après, l'empereur appelle Noah pour lui annoncer que ses hommes ont interrogé les assassins et qu'ils ont réussi à leur soutirer des informations précieuses. Les assassins ne cherchaient pas à tuer Noé, mais plutôt à le kidnapper et à l'utiliser comme monnaie d'échange. Cependant, Noah explique à son père que tout assassin qui avoue tout aussi facilement ment probablement. L'empereur est fier de la maturité de son fils, mais il le rassure en lui disant qu'il a un moyen de savoir si quelqu'un ment ou non. Noé, peu intéressé par l'art de la torture, décide de croire l'empereur. Ce dernier le félicite alors pour sa rapidité. Il fallait gérer les rebelles car, s'il était capturé, ils auraient beaucoup de mal à s'en occuper. De plus, il est heureux que Noé ait pensé à cette stratégie qui consistait à se concentrer sur les chevaux de l'armée rebelle. Les yeux de Noé s'écarquillent de stupeur. Il vient à peine de donner l'ordre à Alan d'acheter du fourrage pour les chevaux. Et son père est déjà au courant. L'empereur poursuit ses éloges, affirmant que n'importe qui aurait pensé à la stratégie de la famine, et que le prince héritier Albert voulait effectivement affamer les rebelles pour faire un exemple. Cependant, Noé a choisi de s'attaquer à leurs chevaux pour les affaiblir, et il a utilisé son propre argent à cette fin. L'empereur lui tapote l'épaule, lui disant qu'il a de grandes idées et le courage de les mettre en œuvre rapidement, ce qui n'est pas chose facile. Noé sent une nouvelle passion s'éveiller en lui après les compliments de son père. L'empereur décide alors de le récompenser pour son intelligence. Il autorise Noé à ajouter une épée à son blason, une récompense bien plus précieuse qu'il n'y paraît. Dans une nation de guerriers, nul ne peut orner son blason d'une épée sans la permission de l'empereur. Quiconque le fait risque la peine de mort. Par ailleurs, obtenir l'approbation de l'empereur pour inclure un drapeau dans les armoiries est un grand honneur pour quiconque, et Noé fait de son mieux pour dissimuler son enthousiasme à l'idée d'obtenir cette grande récompense. Un peu plus tard dans la journée, Alan vient rendre visite à Noah, qui s'approche de lui à petits pas et met quelques minutes à le rejoindre. Noah lui fait remarquer qu'il est en avance, et Alan lui répond qu'il connaît tous les types d'aliments pour animaux vendus au marché, ainsi que les itinéraires de transport, et que s'en procurer ne sera donc pas difficile. Cependant, il craint que Carin, le chef des rebelles, soit un homme impitoyable, prêt à tout pour atteindre son but. Il met Noah en garde, il doit être prudent en sa présence. Soudain, une servante arrive et l'informe qu'un homme blessé se trouve à leur porte. Noah décide d'aller voir ce qui se passe et découvre un chevalier grièvement blessé qui s'agenouille devant lui et lui explique qu'une rébellion a éclaté en Almeria. Il affirme que son supérieur y participe également, mais qu'il ne l'a pas suivi et est venu ici pour faire son rapport au prince. Alan pense que le chevalier a risqué sa vie pour rien, car ils sont déjà au courant de la rébellion. Mais Noé remercie le chevalier et ordonne à sa servante de soigner ses blessures. Il commence à s'éloigner, puis se retourne et ordonne de donner au chevalier une récompense de 1000 $. Alan le suit et lui demande pourquoi il gaspille son argent en récompensant le chevalier pour des informations qu'il possédait déjà. Noé répond qu'il ne récompense pas le chevalier pour ses informations, mais pour sa loyauté et son courage. Plus tard dans la nuit, Zoé entre dans le bureau de Noé, visiblement bouleversée. Elle s'effondre sans dire un mot, et Noé lui demande ce qui ne va pas.
Zoé lui tend d'abord une bourse contenant 500 $, puis une petite bouteille. Elle explique qu'un inconnu lui a offert cette récompense pour qu'il prenne le somnifère et le leur livre. Noé comprend alors que les rebelles le veulent à tout prix et qu'ils sont plus désespérés que toutes les mères célibataires en vue du coin qui ont publié des annonces sur tous les sites internet. Il demande à Zoé pourquoi elle lui a apporté la bouteille, et elle se met à pleurer. Elle affirme que les hommes l'ont menacée de mort si elle ne parvenait pas à droguer Noé, mais qu'elle ne peut pas le trahir. Noé reste silencieux. Il se dirige vers son bureau et rédige un chèque de 5 000 $ à l'ordre de Zoé, lui expliquant que c'est sa récompense pour sa loyauté indéfectible. Zoé, abasourdie par cette somme, refuse catégoriquement de l'accepter. Mais Noah lui dit d'être sage et d'accepter la récompense. Elle se met à pleurer et à le remercier, mais Noah lui dit qu'il a besoin d'elle en échange de quelque chose. Il lui explique qu'il va boire le médicament et perdre connaissance, puis qu'elle devra le conduire aux hommes qui l'ont contacté. Il lui ordonne de s'enfuir dès qu'elle le leur aura remis pour qu'il ne la fasse pas taire. Zoé est terrifiée à cette idée, mais Noah est déterminé à rencontrer les rebelles désespérés. Quelques heures plus tard, il se réveille au milieu de nulle part et surprend une conversation entre les ravisseurs. Ils expliquent que le tuer est leur dernier recours et qu'ils doivent le protéger, conformément aux ordres de Caïn. Noah laisse le médicament faire complètement son effet avant d'évaluer sa situation et découvre qu'il a les mains et les jambes liées. Cependant, les rebelles seraient bien mauvais à ce jeu de cache-cache. Et destroy parce qu'ils n'avaient pas réalisé que Noé cachait Léviathan dans son oreille au lieu de son derrière. Il sort l'épée et la remet à sa taille normale avant d'utiliser son anneau magique pour créer une lame d'eau et couper la corde qui le retient. Ensuite, il décide de revivre ce qui lui est arrivé à travers les souvenirs de son épée. Il se voit assis, inconscient, dans son bureau, et Zoé s'enfuir tandis que les rebelles l'encerclent. Ils ont décidé de l'ignorer car faire sortir Noé de son manoir était leur priorité absolue. On le conduisit à une calèche ouverte. Le récapitulatif terminé, Noé se prépara à affronter les rebelles qui faisaient une pause autour d'un feu de camp. Le chef du groupe, furieux contre celui qui avait fait les nœuds, laissa Noé bondir à terre, son épée à la main. Les bandits le sous-estimèrent et lui conseillèrent de se rendre poliment, car son frère n'était pas là pour le protéger cette fois-ci. L'un d'eux dégaina son épée pour frapper Noé et le recapturer. Mais il n'eut pas le temps de faire un pas que Noé se jeta sur lui et lui éventra le cou. À la mort du premier rebelle, les autres, intimidés, se mirent à crier au scandale. Noé prétendait vouloir obtenir des informations, mais ils étaient tous des imbéciles, ignorant que ce n'était pas Henri qui avait vaincu les assassins. Les rebelles se préparèrent au combat, mais Noé les terrassa tous sans effort. Soudain, il aperçut Zoé menant un groupe de chevaliers vers lui et lui demanda ce qu'elle faisait là. Zoé lui explique qu'elle s'est inquiétée pour lui et a fait venir les chevaliers à son secours. Mais c'était inutile, car tous les rebelles sont déjà vaincus. Noé appelle le capitaine des chevaliers et lui ordonne d'emmener les rebelles. L'un d'eux laisse tomber une dague à l'aspect étrange et un chevalier s'apprête à la ramasser, mais Noé sent que quelque chose cloche et lui ordonne immédiatement de s'arrêter. Il ordonne à tous de reculer et s'avance vers la dague qui émet une puissante énergie maudite qu'il perçoit grâce à sa maîtrise du Léviathan. Il se souvient vaguement des rebelles qui parlaient d'eux. Cette dague maudite. Le poignard qu'ils utiliseraient pour le tuer si les choses tournaient mal. Il perçoit la haine de l'homme qui a jeté la malédiction sur le poignard et, un bref instant, il aperçoit son visage. Noah le reconnaît immédiatement comme le chef des rebelles et décide de s'en occuper personnellement. Il s'adresse à Léviathan et lui demande si l'épée peut l'aider à mettre son plan à exécution, car ce serait relativement facile pour une épée légendaire de l'élément eau comme celle-ci. Léviathan s'illumine pour donner une réponse positive et Noé canalise son énergie maudite pour projeter un jet d'eau maudite vers le ciel. Le jet s'élève au-dessus des nuages et traverse la moitié de l'Empire, atteignant Carfin et le frappant de plein fouet. Le lendemain, l'empereur convoque à nouveau Noé et s'agenouille à sa hauteur pour le féliciter de l'exploit extraordinaire qu'il vient d'accomplir. Il a appris que le chef des rebelles a été retrouvé mort, le front transpercé par un jet d'eau. Et il sait que seul Noé aurait pu faire cela.
Noé confirme avoir utilisé la haine contenue dans la dague. Maudite pour viser le chef rebelle, puis l'avoir abattu d'une balle dans la tête à distance, sans lunettes. Une fois le chef des rebelles éliminé, il est facile pour Henri de les soumettre. Bientôt, tous les responsables sont arrêtés. Une immense assemblée est convoquée pour décider de leur châtiment. L'empereur ordonne que les coupables soient écartelés. Vous pouvez facilement trouver la signification de cette sentence sur Google. Tout le monde se réjouit du châtiment infligé aux rebelles. Mais alors, Noé s'avance et s'agenouille respectueusement devant l'empereur, lui disant qu'il n'aurait pas dû agir ainsi. L'assemblée est stupéfaite, surtout l'empereur qui demande des explications. Noé déclare que chacun doit être puni conformément à la loi, sans mention de l'écartèlement. Les chefs rebelles seront séparés en deux et le reste de la population envoyés au goulag, conformément à la loi. Noé insiste sur le fait qu'ils doivent s'y conformer. L'empereur demande comment il peut refuser la mort la plus brutale à ceux qui se sont rebellés sur son territoire. Noé répond simplement que si l'empereur enfreint la loi, cela nuira à sa réputation et à celle de son peuple. L'assemblée reste sans voix, mais l'empereur décide de se plier aux exigences de Noé. Il déclare qu'ils suivront la loi, mais ajoute qu'il souhaite que les criminels reçoivent la peine maximale prévue par la loi, sans aucune clémence. Noé n'y voit aucun inconvénient et l'empereur donne l'ordre de procéder à l'exécution. Le ministre est chargé de veiller à ce que la loi soit appliquée et que les rebelles soient punis. Toute la cour se met à louer Noé pour avoir tenu tête à l'empereur avec autant de courage et corrigé son erreur, et on commence à le considérer comme une future légende. Même l'empereur est fier que Noé lui ait tenu tête et décide de le récompenser pour l'avoir empêché d'enfreindre la loi. Il réfléchit un instant, puis décide de récompenser Noé avec un titre. L'empereur affirme que si n'importe lequel de ses enfants peut lui tenir tête, c'est une autre histoire s'il le fait pour une bonne raison. Noé l'a fait, démontrant son intelligence et son courage à toute la cour. C'est pourquoi l'empereur lui décerne le titre de prince sage, et ce changement est immédiatement visible dans son dossier. L'empereur va même jusqu'à dire que si Noé était né 10 ans plus tôt, cela aurait été encore mieux. Mais il ne dit pas clairement qu'il aurait pu prétendre au trône. La cour se met soudain à acclamer Noé à ces mots. L'empereur l'interroge ensuite sur les préparatifs de l'examen de sélection nocturne. Noé demande la permission de partager ses plans plus tard. L'empereur acquiesce après la fin de l'audience. Ils se rendent à une fontaine où Noé sirote du thé tandis que 4 serviteurs l'entourent, des seaux d'eau à la main. À son signal, ils tentent de l'asperger. Mais Noé utilise simplement le bouclier de sa bague pour parer leurs attaques. L'empereur ne comprend pas ce que cela signifie. Noé lui explique alors qu'il va demander à tous les participants de l'attaquer de cette manière et juger leur habileté à l'aune de la précision de leur attaque. L'empereur est impressionné par cette méthode novatrice, mais il en perçoit les risques. Noé déclare avec assurance qu'il affrontera quiconque sera assez fort pour percer ses défenses, et l'empereur est de nouveau impressionné. Plus tard dans la nuit, l'empereur se rend dans la salle du trône avec le Premier ministre, qui regrette d'avoir tenu des propos déplacés devant l'Assemblée, affirmant que les choses seraient différentes si Noé était né plus tôt. L'empereur en rit, expliquant qu'il le pensait vraiment car Noé est un homme exceptionnel. Cependant, il est aussi quelque peu inquiet de la puissance colossale de Léviathan. Bien que sa véritable puissance soit encore scellée, il ordonne à son serviteur d'apporter un trésor précieux, se rappelant que, selon la tradition, le sceau de Léviathan ne doit jamais être brisé. Mais peut-être Noé est-il capable de maîtriser toute la puissance de cette épée légendaire. Quelques jours plus tard, l'épreuve de sélection nocturne commence dans toute sa splendeur, et des participants venus de tout le pays affluent pour démontrer leur talent. Toute la population de la capitale est également présente pour assister à l'événement, véritable événement sportif majeur, et beaucoup ont misé toutes leurs économies sur leur guerrier favori. Un participant, ressemblant à Gan adulte après une nuit passée à tremper dans l'eau, s'avance pour faire ses preuves. Dès son entrée dans l'arène, il s'agenouille devant Noah, qui sirote tranquillement son thé.
Le guerrier dégaine son épée et la fait tournoyer pour échauffer ses poignets, puis attaque Noah. Cependant, Noah active immédiatement les boucliers de son anneau, bloquant l'attaque du participant. Ce dernier tente à plusieurs reprises de changer d'angle pour le toucher, mais le bouclier s'adapte. En conséquence, et l'homme est impuissant. Après quelques coups, son épée se brise en deux, et les arbitres arrêtent l'épreuve. Ainsi, un autre guerrier échoue à percer les défenses impénétrables de Noah. La foule se demande si quelqu'un pourra atteindre le sage prince, qui risque de succomber à une overdose de thé avant qu'on ne puisse le rejoindre. L'empereur observe également l'épreuve de loin avec son assistant personnel, qui lui confie que l'enthousiasme du peuple est bien plus grand cette année pour l'épreuve de sélection nocturne que les années précédentes. Il suppose que c'est parce qu'un prince prend personnellement des risques pour juger les guerriers, mais l'empereur se moque de ce genre de détails. Seul compte le choix des guerriers les plus compétents, et il est impatient de voir qui Noé sélectionnera. Soudain, c'est au tour d'un mage qui lance un puissant sort de feu sur Noé. La foule se tait, terrifiée par cette attaque. Mais lorsque le mage s'épuise, Noé réapparaît indemne, protégé par une barrière magique. Le participant s'effondre à genoux. Alors que la foule acclame son prince, Noé est un peu déçu. Le soir est arrivé et il a bu plus de thé qu'une famille britannique. En un an, mais aucun participant ne s'est distingué. Soudain, l'arbitre annonce le passage du dernier participant de la journée, et une méchante blonde aux yeux rouges fait son entrée dans l'arène. Elle semble anxieuse et essoufflée. Mais dès qu'elle dégaine son épée et prend position, son attitude change du tout au tout. Elle se rue sur Noé, qui déploie aussitôt son bouclier. Et, surprise, l'attaque de la jeune fille transperce sa protection. Elle n'en a pas fini et se déchaîne, jusqu'à ce que le bouclier de Noé se brise et que son épée le frappe en plein cœur. La foule, horrifiée de voir son prince blessé, retient aussitôt la jeune fille. Il pense qu'ayant blessé un prince, elle sera sévèrement punie, mais Noé se relève et leur ordonne de la laisser tranquille. La jeune fille se présente, Shirley Grant. Noé lui annonce qu'elle a réussi l'épreuve, et tous sont stupéfaits, surtout Shirley, qui n'en revient pas que le prince la pardonne après l'avoir poignardée. Plus tard, Noé convoque Shirley dans sa chambre et lui dit que son armure est magnifique. Elle le remercie et explique qu'elle se transmet de génération en génération dans sa famille. Intriguée, elle demande à Noé ce qu'il voulait dire en affirmant qu'elle avait réussi l'épreuve, car il aurait dû la punir. Noé lui explique qu'elle n'est pas coupable d'avoir blessé un noble, car il l'avait bien cherché. Il lui ordonne de l'attaquer à nouveau avec le même mouvement et se demande sans doute si elle a touché un nerf qui a rendu le prince muet. Cependant, il lui rappelle que si elle est chevalière, elle doit obéir à son maître. Elle se relève aussitôt et prend sa position. Elle se jette sur Noé avec la même attaque qu'auparavant, et il déploie son bouclier pour la parer. Cette fois, l'attaque de Shirley ne parvient pas à percer son bouclier, quelle que soit la force qu'elle y déploie, et Noé la repousse nonchalamment tout en rétractant son bouclier. Il lui explique que s'il l'avait voulu, il aurait pu utiliser ce bouclier pendant l'épreuve et qu'il aurait certainement bloqué son attaque, ce qui signifie qu'il aurait pu éviter d'être blessé. Noé déclare à Shirley que le devoir d'un chevalier est d'obéir aux ordres de son seigneur et qu'il voulait voir si quelqu'un avait la force et le courage d'obéir à son seul ordre, l'attaquer de toutes ses forces. Il n'a que faire d'une chevalière qui hésite par peur et qui a obéi timidement à l'ordre de l'attaquer, même après l'avoir blessée une fois. Il a compris qu'elle avait tout ce qu'il fallait pour être son chevalier. Shirley est profondément touchée par sa détermination et sa logique, et elle s'agenouille aussitôt, jurant fidélité éternelle à Noah pour le restant de ses jours. Il est ravi, car même si ce genre de serment n'est pas officiel, il a une grande valeur venant d'un chevalier de caractère. À ce moment précis, Zoé arrive avec le médecin qui commence à examiner la blessure de Noah. Il déclare qu'il ne s'agit que d'une égratignure et la guérit instantanément, ce qui surprend Shirley. Elle remarque qu'il n'y a pas de médecin dans leur village, et qu'elle n'a donc jamais vu personne soigner une coupure correctement. Curieux, Noah demande comment les gens qui n'ont pas les moyens de consulter un médecin se font soigner.
On lui répond qu'il demande au chef du village de prier pour eux ou qu'il pratique des rituels pour soigner leur maladie. Le médecin chauve commente que c'est assez courant chez les pauvres et les gens sans instruction, et Noah lui demande si le moyen le plus rapide de devenir médecin est de commencer comme apprenti. Le docteur confirme et Noah confie aussitôt à Shirley son premier emploi. Il lui demande de ramener les personnes les plus intelligentes et les plus travailleuses de son village, puis lui propose de les prendre comme apprentis. Le docteur accepte. Sans hésiter, mais Shirley est stupéfaite par le geste de Noah. Elle s'incline pour le remercier et Noah lui conseille d'apprendre les bonnes manières des chevaliers, car aucun chevalier ne s'incline ainsi. Le lendemain matin, Shirley se réveille dans la chambre qui lui est attribuée au manoir de Noah. Elle nous prépare tous ensemble avant de partir travailler. Avec enthousiasme. Elle croise Zoé en chemin, qui lui demande si elle a bien dormi. Shirley répond que même si la chambre était très agréable, elle n'a pas beaucoup dormi. Elles engagent la conversation en marchant et tombent bientôt sur des servantes qui papotent et rient aux éclats au lieu de travailler. Noah, cependant, pense que le chevalier est plus stupide que courageux, car être espion n'est pas chose facile sans formation adéquate. Il contacte immédiatement Henri pour qu'il s'occupe de l'affaire et arrête le chevalier. Mais lorsqu'il reçoit la réponse de son frère aîné, Noah est rongé par la culpabilité, car ses pires craintes se sont réalisées. L'espion en herbe a été capturé par les rebelles et torturé, mais il a refusé de parler. Heureusement, les hommes d'Henri l'ont sauvé in extremis, mais il est toujours dans un état critique. Noah se sent responsable de tout cela, car s'il avait eu un réseau de renseignements efficace, le chevalier n'aurait pas eu à risquer sa vie. Il envoie immédiatement Zoé organiser les meilleurs soins médicaux pour le chevalier, car il ne peut laisser mourir un homme aussi loyal. Le lendemain, Noah se rend au marché et emmène Shirley avec lui comme garde du corps. Elle est constamment distraite par les boutiques. Car de telles choses n'existent pas dans son petit village. Noah lui rappelle de rester vigilante en permanence. Car elle est de service, et Shirley fait de son mieux pour ignorer toute distraction. Elle demande à Noé s'il est là pour acheter quelque chose et il répond qu'il veut acheter un cadeau pour Henri, car il l'a aidé à sauver le chevalier. Noé se rend dans une boutique de cadeaux de luxe et demande au vendeur un objet digne d'un prince. Le vendeur sort aussitôt des bijoux rares et d'autres objets précieux qui laissent Shirley bouche bée. Mais Noé n'y prête guère attention. Il remarque un objet recouvert d'un tissu et demande au vendeur de le lui montrer. Le vendeur retire immédiatement le tissu et révèle une magnifique statuette en verre de la déesse. Noé est subjugué. Émerveillé par la beauté de la statue, Noé demande au marchand s'il est possible de réaliser un motif aussi complexe en verre. Le marchand lui répond que cette statue est l'œuvre d'un artisan légendaire, disparu depuis longtemps. L'art de créer des sculptures en verre aussi détaillées s'est perdu avec lui, et il n'existe aujourd'hui que 2 exemplaires de ces statues au monde. Noé achète aussitôt la statue pour Henri et remet au marchand $10 000, plus une prime pour lui avoir déniché une telle merveille. À ce moment précis, le 8e prince, Oscar, arrive et est fort surpris de voir Noé. Il explique être venu chercher quelque chose d'intéressant lorsque son regard se pose soudainement sur la statue de verre. Il la reconnaît immédiatement, ainsi que son créateur, et déclare qu'il ne s'attendait pas à ce que le marchand ait trouvé là. Seconde. Noé lui demande s'il sait où se trouve la première statue, et Oscar répond qu'il la possède. À ces mots, Noé s'empare de la statue et la brise au sol, provoquant la stupeur générale. Noé dit au marchand de se détendre, car il recevra tout de même son paiement et un supplément pour couvrir les frais de nettoyage. Il explique qu'il y a une énorme différence entre posséder 2 exemplaires d'une œuvre d'art et en posséder l'unique exemplaire. Et c'est ce qu'il vise. Il demande au marchand de répandre la nouvelle que la seconde statue de déesse qu'il a trouvée a été brisée et qu'il n'en reste plus qu'une au monde. Cela augmentera considérablement la valeur de la statue d'Oscar, et le 8e prince est stupéfait par l'ingéniosité de Noé. Peu après, Noé rentre chez lui et Shirley remarque que depuis qu'elle est à son service, elle n'a de cesse d'être surprise. Elle prétend ne pas comprendre pourquoi Noé a brisé cette statue inestimable,
et il répond que ce n'était qu'un objet et que les objets ne peuvent jamais être de véritables trésors. Noé affirme que les vrais trésors sont les amis que l'on se fait en chemin, et aussi les personnes prêtes à risquer leur vie pour lui. C'est particulièrement vrai dans son cas, car ses statistiques augmentent en fonction de ses relations avec son entourage, et le service rendu à Oscar lui a considérablement profité. Shirley est fascinée par son idéologie, et Noah lui confie qu'elle fait elle aussi partie de son trésor. La vie de Noah, prince prodige, reprend son cours. 6 années passant. Un clin d'œil, et le prince de 12 ans est prêt à relever de nouveaux défis. Noah est assis seul à table, tandis que Zoé le sert. Son attention est cependant portée sur Jiggy, la nouvelle servante, absorbée par le paysage. Noah lui demande si quelque chose la tracasse, et elle répond que la file d'attente pour ses cadeaux d'anniversaire est toujours aussi longue. Même 3 jours après. Noah comprend alors la perplexité de sa nouvelle servante, et Zoé lui explique que l'année dernière, les cadeaux ont continué d'arriver pendant une semaine entière. Jiggy est stupéfaite, et Noah explique qu'il ne peut pas simplement les recevoir et s'en débarrasser. Il doit dresser une liste précise de chaque cadeau et de son expéditeur, une tâche loin d'être facile. C'est pourquoi il a confié cette tâche à l'une de ses plus fidèles servantes, Evelyn, ce qui lui permet de se reposer sur ses lauriers. Après son petit déjeuner, Noé se rend au quartier général du ministère des Affaires militaires, où l'empereur l'a personnellement affecté. Il arrive au bureau du ministre, qui n'est autre que le 4e prince, Henri. Henri et un chevalier accueillent Noé. Avant d'aborder les affaires courantes, Henri explique qu'ils ont reçu l'ordre impérial d'envoyer une armée sous le commandement du capitaine Ria pour réprimer une rébellion dans le sud de leur empire. Les barbares rebelles sont arrogants et impitoyables, et c'est pourquoi ils comptent les écraser de toute leur force. Mais Henri souhaite l'avis de Noé avant d'agir. Son plan paraît judicieux à Noé, qui observe Ria, subordonné direct d'Henri et chevalier ayant maintes fois prouvé sa valeur sur le champ de bataille. Noé est convaincu qu'ils peuvent confier cette mission à Ria en toute confiance. Mais avant cela, il lui pose une simple question, combien de soldats emmenait-il réellement avec lui? Le chevalier se met à transpirer et hésite à répondre, ce qui exaspère Henri qui exige une explication immédiate. Russe tombe atterré. Implore des excuses, mais Noah calme Henri en lui disant que ce n'est rien de grave. Il lui rappelle que les généraux reçoivent des fonds de la cour impériale en fonction du nombre de soldats qu'ils emmènent. Mais certains généraux, les commerçants et autres intermédiaires sont inclus dans la liste afin d'obtenir davantage de fonds qu'ils peuvent empocher. Rius présente à nouveau ses excuses à Henri, furieux de sa tactique cupide, mais Noah leur demande de se calmer. Il explique à Russe qu'il est parfaitement en droit d'engager davantage de personnes pour son armée et qu'il peut même prélever une petite part des fonds. Henri comprend également qu'en enrôlant des civils, ils pourront se vanter d'avoir une armée plus importante qu'elle ne l'est réellement, ce qui effrayera leurs ennemis. Il félicite Noah d'avoir démasqué le détournement de fonds de ses subordonnés et d'avoir compris l'impact positif que cela peut avoir sur la guerre. Cependant, Noah lui explique qu'ils ne peuvent plus utiliser cette méthode pour tromper l'ennemi, car l'empereur leur a ordonné une victoire sans faille et ils ne peuvent se permettre aucun risque. Il demande à Russe combien de civils il a enrôlés et le chevalier, apeuré, répond qu'il en a ajouté environ 2000. Noah lui ordonne de recruter rapidement un nombre équivalent de vrais soldats et Rius n'a d'autre choix que d'obéir. Après cela, Noah rédige une note pour le ministère des Finances et Charges russe de la leur remettre. Cette note lui permettra d'obtenir un financement équivalent à 2000 soldats pour divers besoins, et Riaz pourra garder tout l'argent pour lui. Le capitaine de nuit ne comprend pas pourquoi il est payé pour sa corruption. Mais Noah lui explique froidement qu'en échange de cette somme, il devra remporter une victoire parfaite. Henri est impressionné par la façon dont Noah utilise tous les moyens possibles pour motiver ses subordonnés. Sur le chemin du retour, il demande à son petit frère s'il n'a jamais connu la guerre. Noah confirme et consulte ses statistiques, toujours au niveau 1. Car il n'a jamais combattu. Dans l'Empire, la plupart des enfants royaux meurent jeunes. Et même si les raisons officielles sont toujours une maladie ou une autre, ils sont le plus souvent assassinés par d'autres membres de la famille royale.
Avide de pouvoir. C'est pourquoi tous les enfants royaux sont considérés comme très précieux et ne partent jamais à la guerre avant l'âge adulte, sauf ordre direct de l'empereur. Henri dit à Noah qu'il a déjà 12 ans et qu'il devrait acquérir de l'expérience au combat. Noah répond qu'il se précipitera sur le champ de bataille dès que l'empereur l'ordonnera, et Henri lui assure qu'il n'aura aucune difficulté puisqu'il manie une épée magique légendaire. Soudain, la calèche d'Henri s'arrête brusquement, une fillette surgissant devant elle. Elle implore qu'on la sauve, et bientôt, une bande d'enfants surgit des ruelles sombres. Derrière eux, des bandits veulent les capturer et les emmener sur l'île d'Epstein. Ils s'emparent des filles et tentent de les emmener avec eux. Lorsque Noah sort et leur ordonne de s'arrêter, les bandits, ne reconnaissant pas leur interlocuteur, lui lancent de retourner téter sa mère. Noah ne se laisse pas intimider par leurs insultes ridicules et leur demande leur numéro d'immatriculation, car le trafic d'esclaves non déclarés est illégal dans l'Empire. Les malfrats se déchaînent lorsqu'on les interroge, mais Noah invoque aussitôt Léviathan et les frappe, les assommant sans les tuer. Tous sont impressionnés par son habileté, même s'ils ne le reconnaissent pas. Noah s'approche des enfants pour les réconforter lorsqu'un vieil homme frêle surgit de l'ombre et le salue. Il déclare ouvertement être le cerveau du trafic d'esclaves et avertit Noah qu'il ne doit pas s'en prendre à lui car il bénéficie du soutien du prince Gilbert. Noah comprend que ce vieux salaud doit être un complice d'Epstein pour être aussi rusé et audacieux, et il se demande comment gérer la situation. Le vieil homme lui conseille de laisser les filles et de faire comme s'il n'avait rien vu. Mais Noah refuse. Il demande à Henri s'il connaît cet homme, et celui-ci n'y avoir jamais vu son visage répugnant. Noah avoue qu'il ne sait pas non plus qui il est. Et juste au moment où le vieil homme tente de s'expliquer, il utilise l'énergie maudite de Léviathan pour l'assommer. Noé proclame alors haut et fort que même des scélérats anonymes prétendent désormais travailler pour le premier prince. Il affirme que le peuple pourrait se laisser berner par lui, mais que lui et son frère ne se laisseront pas avoir. L'assistance le croit après qu'un homme l'ait identifié comme le prince sage. Noé ordonne alors à ses soldats de traîner ces hommes jusqu'à la résidence du premier prince et de lui avouer qu'ils usurpaient son identité. Entre-temps, il décide d'emmener les enfants chez lui pour les réconforter, comme MJ l'avait probablement fait. À l'époque, Henri est impressionné par la vivacité d'esprit de Noah, qui explique que si ces hommes travaillaient réellement pour Gilbert, il n'aurait pas pu les tuer, mais il ne pouvait pas non plus laisser le peuple voir un prince assister sans réagir à un trafic d'esclaves illégal. C'est pourquoi il les a fait passer pour des imposteurs et les a livrés à Gilbert, qui s'en débarrasserait probablement. Plus tard, alors que Noah et Henri dînent, le majordome vient leur apporter une nouvelle importante. Henri lui demande ce qui s'est passé, et Noah répond qu'un messager du premier prince Gilbert est venu leur transmettre un message concernant les malfrats qu'ils ont arrêtés. Gilbert les a remerciés d'avoir appréhendé les imposteurs en utilisant son nom et a déclaré qu'il s'apprêtait à les traduire en justice pour qu'ils soient punis comme il se doit, mais ils se sont empoisonnés. Personne ne le sait, et Gilbert les a fait taire lui-même. Il demande à Henri si Gilbert dirige vraiment un réseau clandestin de trafic d'esclaves, et ce dernier confirme, ajoutant que Gilbert mène une vie de luxe et dépense sans compter. Il doit donc forcément se livrer à des activités illégales. Noé ne peut reprocher à son frère aîné de gaspiller de l'argent car, malgré son titre de premier prince, il est le fils d'une concubine et ne pourra jamais devenir empereur. Noé pense que le trafic d'esclaves et ses propriétés privées ne sont qu'une façade dissimulant des activités bien plus sinistres. Henri est stupéfait de la rapidité avec laquelle son frère de 12 ans a compris cela. Le lendemain, Noé annonce aux enfants qu'il a sauvé, qu'il a usé de son influence et qu'ils sont désormais libres de rentrer chez eux. Cependant, ces enfants n'ont plus de foyer, car ce sont leurs familles qui les ont vendus. Noé comprend que s'ils retournent chez eux, leurs familles les vendront à nouveau. Il décide donc de les accueillir. Il ordonne au majordome de leur trouver des chambres et du travail, et précise que si certains souhaitent étudier, il devra également s'en occuper. La chef des filles, abasourdie, demande à Noé s'il compte les acheter. Il leur répond qu'il ne les achètera pas et qu'ils sont libres de le quitter quand bon leur semble. Mais s'ils décident de rester, ils ne
tolérera aucune trahison. Le majordome leur dit de remercier Noah, puis les emmène. Tandis qu'il les regarde partir. Noah se souvient de sa philosophie selon laquelle les gens sont des trésors, et cela lui rappelle quelque chose qu'il avait l'intention de faire depuis longtemps. Il convoque Evelyn dans son bureau, et elle commence à annoncer que tous ses cadeaux d'anniversaire ont été récupérés. Noah lui répond qu'il le sait déjà, puis glisse une enveloppe dans son oreille. Intriguée, Evelyn apprend de Noah qu'elle est renvoyée de son service pour devenir fonctionnaire, responsable d'une région de son territoire. Evelyn ne sait comment réagir face à une promotion de femme de chambre à mère. Et Noah affirme qu'elle est la plus intelligente de ses servantes et que la servir uniquement serait du gâchis. Hélène est prête à refuser la promotion pour servir Noah, mais il lui explique que si elle se révèle une bonne administratrice, on le louera pour son flair. Il lui ordonne de quitter le manoir et de travailler pour lui, et c'est tout ce qu'elle avait besoin d'entendre. Peu après, Noah est convoqué par l'empereur, qui a entendu parler de la façon dont il a défendu l'honneur de Gilbert. Noah répond que tout cela n'était qu'une coïncidence, car son seul but était de sauver les enfants et de capturer les criminels. Il comprend que Gilbert a lui-même rapporté l'affaire à l'empereur pour éviter des représailles et paraître innocent. L'empereur déplore alors que de tels criminels courent encore en liberté. Il interroge Noah sur leur châtiment, et celui-ci répond que, selon la loi, le chef doit avoir le bras droit tranché et tous les autres doivent être envoyés servir dans l'armée en Afghanistan. L'empereur raconte que Noé a affronté ouvertement les criminels et les a arrêtés. Mais si c'était lui, il se serait infiltré et se serait fait tabasser par les criminels pour les prendre en flagrant délit. Le Premier ministre plaisante en disant que ce serait un crime contre la famille impériale et que les criminels seraient exécutés. Tandis que tout le monde rit, Noé décide de vérifier leur dire. Il explique que si l'empereur est infiltré et que le criminel ne sait pas qui il frappe, il s'agira d'une simple agression et non d'un crime contre la famille impériale. Le tribunal reste silencieux à ces mots et Noé regrette d'avoir corrigé le Premier ministre sur une simple hypothèse. Cependant, avant qu'il ne puisse, l'empereur s'excuse en riant et annonce au Premier ministre qu'il a gagné le pari. Noé est maintenant perplexe. L'empereur lui explique alors qu'il a parié avec le Premier ministre pour voir si Noé parviendrait à corriger ses erreurs d'interprétation de la loi. Noé se demande bien quel est l'intérêt de ce test. Sa réponse ne tarde pas, l'empereur le nomme ministre de la Justice. La cour, en liesse, acclame Noé, soulignant qu'il est le deuxième prince, après Henri, à accéder à ce poste. Noé, désemparé, ne sait comment réagir. L'empereur est le premier ministre, le sourire satisfait, ne font qu'accroître sa perplexité. Plus tard dans la soirée, il va écouter Ali chanter, mais l'événement de la cour le hante encore. Il se demande si l'empereur ne cache pas une raison plus profonde à sa nomination. Cependant, il décide de profiter du spectacle plutôt que de trop réfléchir. Au même moment, l'empereur reçoit un rapport inquiétant du Premier ministre et décide de le laisser s'en occuper, car il doit traiter une affaire bien plus importante qu'il ne peut plus reporter. Le lendemain, Noé se rend au ministère de la Justice, son nouveau bureau. Shirley ouvre la portière du carrosse et Noé passe devant les employés du ministère de la Justice qui l'attendent avec impatience. Une fois arrivé à son bureau, le vice-ministre Vinet le salue. Noah se dit qu'il doit être particulièrement talentueux et travailleur pour avoir atteint ce poste à un si jeune âge. Noah l'interroge sur les fonctions du ministre de la Justice, et Vinet lui explique qu'il a deux missions principales, coordonner toutes les affaires à travers l'Empire Mir et traiter directement les crimes graves, comme la rébellion qui a éclaté sur son territoire 6 ans auparavant. Noah demande à Vinet s'il fait également office de juge dans certaines affaires, ce que ce dernier confirme. La question suivante de Noah le prend au dépourvu, combien d'argent Vinet reçoit-il en pots de vin chaque année? Vinet se met à transpirer et n'y avoir jamais accepté de pot de vin, mais Noah lui dit que cela ne le dérange pas et qu'il veut simplement savoir combien il gagne. Il promet d'oublier tout cela une fois sorti de la pièce, et Vinet décide de lui faire confiance. Il déclare qu'il n'est pas aussi corrompu que les autres fonctionnaires, et qu'il accepte donc à peine plus de $1000 de pots de vin par an. Pendant ce temps,
Ses subordonnés en reçoivent 10 fois plus, mais il ne peut suivre le rythme à cause d'une règle qu'il s'est imposée. Il explique à Noah qu'il refuse les pots de vin dans les affaires de meurtre, car elles sont trop faciles à démasquer, et que si l'accusateur est lui-même violent, il risque de devenir une victime. Pour conclure, Vinay affirme qu'il n'accepte de pot de vin que dans les affaires ambiguës. À ces mots, Noah lui remet aussitôt une nouvelle fiche de paie, lui accordant un salaire annuel de $5 000, soit 10 fois plus que ce qu'il gagne en pots de vin en une année. Vinay est stupéfait, et Noah lui promet, en échange, de ne plus accepter aucun pot de vin pendant toute la durée de son mandat. Vinay comprend alors pourquoi l'empereur a nommé un garçon de 12 ans ministre de la Justice. Il refuse l'augmentation de salaire, expliquant à Noah qu'il cessera d'accepter des pots de vin, même sans cette prime. Il promet de travailler loyalement pour la cause de Noah désormais. Bien que Noah soit quelque peu méfiant quant à ses véritables intentions, le fait de le nommer sous-officier lui apporte un avantage considérable. Il l'accepte donc comme son fidèle subordonné. Plus tard dans la soirée, Oscar organise une somptueuse réception dans son jardin pour féliciter Noah de sa nomination comme ministre. Noah le remercie pour la fête et Oscar lui répond qu'il est ravi que Noah soit devenu le deuxième prince-ministre après Henri, durant les 50 ans de règne de leur père. Noah demande s'il y a une raison particulière pour laquelle leur père l'a nommé ministre de la Justice et Oscar répond nonchalamment que l'empereur le favorise beaucoup. Noah ne peut que l'admettre, car Henri avait accompli de nombreux exploits sur le champ de bataille pour être nommé ministre de la Défense. En revanche, il n'a encore rien fait qui justifie, à ses yeux, le poste de ministre de la Justice. Cependant, quelque chose d'autre le préoccupe. Il demande à Oscar s'il se souvient de l'histoire selon laquelle leur empire avait failli être détruit par des forces internes. Oscar se souvient de l'histoire et la raison en était que le prince héritier était autrefois désigné dès la naissance et que les autres princes ne se donnaient même pas la peine d'essayer. Il menait une vie de plaisir, dilapidant les finances de l'empire et semant la discorde. L'empereur changea donc le système. Il veilla à attribuer à chaque prince un territoire à gouverner ainsi qu'une éducation de qualité afin qu'ils deviennent des dirigeants compétents. Oscar demande à Noah pourquoi il évoque ce sujet maintenant, et celui-ci répond que l'empereur a peut-être d'autres intentions en le nommant ministre. Oscar est stupéfait de comprendre que Noah soupçonne leur père de vouloir faire de lui le prince héritier. Il se lève brusquement, interrompant les festivités, et c'est alors que son majordome arrive avec un message. Ce message affole Oscar, qui confie à Noah que son intuition était juste. Il vient d'apprendre que l'empereur va le nommer ministre des Finances demain et qu'il fait probablement tout cela pour pousser Albert à se ressaisir. Dans un autre quartier de la ville, une escouade de gardes royaux prend d'assaut un bâtiment et arrête un ministre et ses complices qui complotaient contre l'empereur. Le Premier ministre informe l'empereur de la situation, précisant que le ministre a avoué avoir tenté de forcer le roi à abdiquer afin que le prince héritier Albert puisse accéder au trône. L'empereur comprend qu'Albert est prince héritier depuis 30 longues années et qu'il doit se dire qu'il est grand temps qu'il monte sur le trône. Cependant, aucune preuve ne l'implique dans ce complot et l'empereur est impuissant. Il interroge alors le premier ministre au sujet d'Oscar et apprend que ce dernier avait déjà pressenti le complot. L'empereur est stupéfait, mais dès qu'il apprend que Noah était avec lui, il attribue immédiatement le mérite d'avoir décrypté le plan au plus jeune prince. Il déclare que ses fils aînés, Gilbert et Albert, ne sont pas à la hauteur pour diriger le pays et que ses espoirs reposent sur Henri, Oscar et Noah. Il acceptera avec plaisir que n'importe lequel d'entre eux accède au trône, pourvu qu'il surmonte ses épreuves. Le lendemain, Noé reçoit un rapport concernant le complot contre l'empereur et est désigné comme juge. Vinay lui demande conseil, et personne ne sait pourquoi il hésite, tout semble accuser Albert, mais il ne dispose d'aucune preuve concrète. Personne ne sait qu'il existe des dispositions permettant aux membres de la famille impériale de bénéficier de peines légères. Mais s'ils tentent de renverser l'empereur, ils seront exécutés en étant coupés en deux. Or, exécuter le prince héritier pour rébellion ébranlerait tout l'empire, et nul ne sait si son père s'y opposerait. Noé sent bien que l'empereur ne veut pas que le nom d'Albert soit associé à cette affaire.
Mais si l'interrogatoire se poursuit, quelqu'un pourrait le dénoncer. Fort de ces considérations, Noé rend son verdict et se rend directement au bureau de l'empereur pour le lui annoncer. Il affirme que tous ceux qui sont impliqués dans le complot seront immédiatement exécutés. Et l'empereur approuve cette décision. Noé sait que, d'ordinaire, les criminels sont exécutés le jour annuel des exécutions. Mais il peut user de son pouvoir de ministre de la Justice pour accélérer le processus et éviter que le nom d'Albert ne soit cité. Ravi, l'empereur ordonne aussitôt à son serviteur d'augmenter le salaire annuel de Noé de $1000. Il le félicite personnellement et l'encourage à poursuivre sur cette voie, confortant ainsi Noé dans sa conviction que tout cela n'était qu'un prétexte pour Albert. Sur ce, Noé retourne au ministère de la Justice où Shirley accourt pour l'avertir d'une urgence. Noah découvre les chevaliers qui gardent le ministère grièvement blessés, l'un d'eux étant mort. L'autre chevalier, lui, apprend que les intrus sont toujours à l'intérieur. Noah demande à Shirley de contacter Henry pour obtenir des renforts, mais il réalise alors que le moment choisi pour cette attaque est suspect. Il change de plan et ordonne à Shirley de rassembler leurs alliés et de barricader le ministère. Interdisant à quiconque d'entrer ou de sortir, il invoque Léviathan et pénètre dans le bâtiment où il découvre d'autres soldats morts et des fonctionnaires terrifiés. Noah ordonne à tous de se faire discret et surprend bientôt l'un des intrus en train de poignarder un fonctionnaire. Il se jette sur l'intrus et le neutralise rapidement. L'assaillant tente de se suicider avec du poison, mais Noah utilise ses anneaux de protection pour l'en empêcher. Il s'apprêtait à l'ingérer. Soudain, 3 autres intrus arrivèrent et chargèrent Noé, qui les neutralisa rapidement. Grâce à son incroyable maîtrise de l'épée, il les empêcha également de boire le poison. Peu après, Vinay accourut, stupéfait de voir que Noé les avait tous vaincus à lui seul. Noé voulut connaître le nombre de victimes. Vinay lui annonça qu'à l'exception de leur garde, tous les rebelles capturés la veille étaient morts. Noé comprit alors immédiatement que ces hommes étaient des assassins envoyés par Albert pour éliminer ces derniers éléments. Il se taillada aussitôt avec Léviathan, sous le regard horrifié de Vinay. Cependant, Noé lui révéla que les assassins étaient responsables et lui demanda quelle était la punition pour avoir grièvement blessé un prince. Vinay répondit que les agresseurs étaient exécutés sur le champ, et Noé lui donna l'ordre de procéder. Il reçut ensuite des soins, tandis que Vinay revenait l'informer que l'exécution était terminée. Noé est soulagé d'avoir empêché l'arrestation des assassins et la révélation du nom d'Albert, et maudit le prince héritier pour son imprudence. Le lendemain, l'empereur le convoquait. Lui demande comment il se sent. Noé répond qu'il va mieux. L'empereur lui demande alors si les assassins étaient vraiment assez compétents pour blesser quelqu'un comme lui. Noé savait que l'empereur poserait cette question, car ses services de renseignement l'auraient informé de tout. Noé improvise un discours diplomatique sur l'importance de l'état d'esprit par rapport aux compétences, un discours que seul le roi peut comprendre, car ils sont sur la même longueur d'onde. L'empereur affirme être très fier de Noé et souhaite que tous ses fils lui ressemblent. Noé est ravi d'entendre cela, et l'empereur l'invite ensuite à se promener. Il lui raconte que 9 des 10 empereurs considérés comme de grands souverains ont connu une fin tragique. Noé réalise qu'il se compte lui-même parmi ces grands souverains, ce qui est indéniablement vrai. Et si le complot d'Albert avait réussi, il aurait été humilié comme un vieillard sénile incapable même de contrôler ses fils. Il comprend également que l'empereur ne punit pas Albert car cela ternirait sa réputation d'empereur, ayant abandonné son prince héritier. Soudain, une idée lui vient et il demande une faveur à l'empereur. Il explique avoir nommé Henri, Oscar et lui-même ministre, une première dans la longue histoire de l'Empire. Noé fait remarquer que certains pourraient critiquer ce système. Il suggère donc de désigner un superviseur pour veiller au bon déroulement de leurs fonctions. L'empereur pense pouvoir confier cette tâche à son fidèle Premier ministre. Mais Noé a d'autres projets. Il propose de nommer Albert Ier ministre, car sa position hiérarchique supérieure lui permettrait de les superviser et de coordonner leurs efforts. Furieux, l'empereur ordonne à Noé de rentrer chez lui et de se reposer jusqu'à la guérison complète de ses blessures. Il s'éloigne,
Mais Noé lui rappelle que quiconque possède un minimum de bon sens comprendra qu'Albert s'impatiente après avoir été cantonné au poste de prince héritier pendant 30 ans. Il lui manque encore un petit quelque chose pour être satisfait, et Noé souhaite que l'empereur nomme Albert comme son représentant, tout en conservant le dernier mot. L'empereur craint que cela ne donne à Albert plus de pouvoir que n'importe quel ministre, ce qui serait néfaste, et qu'il puisse bloquer des affaires importantes. Noé a une solution à ce problème également. Il explique que si les 3 princes ministres estiment qu'Albert a commis une erreur en rejetant une question importante, ils peuvent s'adresser directement à l'empereur. Ainsi, Albert n'aura aucun pouvoir réel, mais conservera un titre prestigieux. L'empereur est véritablement impressionné par cette idée ingénieuse et remercie Noé de l'avoir proposée. Il accepte de mettre en œuvre ce système prochainement, puis ébouriffe les cheveux de Noé en disant qu'il est dommage qu'il ne soit pas né plus tôt. Noé comprend également que son père est un homme sage, capable de discerner rapidement ce qui est le mieux pour son peuple, et que plus son règne se prolongera, plus les citoyens seront heureux. L'empereur déclare alors que Noé mérite une récompense pour son idée et qu'aucune somme d'argent ne saurait suffire. Il annonce à son assistant qu'il se dirige vers la salle du trésor, regorgeant d'objets inestimables témoins de l'histoire de leur empire. L'empereur se souvient comment Noé avait jadis choisi l'anneau bouclier dans le trésor et il lui demande à nouveau de choisir un objet. Noé utilise aussitôt Léviathan comme un radar pour trouver quelque chose de précieux et découvre une petite boîte. L'empereur est surpris de le voir choisir cela et, dès que Noé ouvre la boîte, une tornade de feu l'engloutit. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à bientôt.